Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur les antennes de Télé Côte d'Ivoire. Nous avons le plaisir et l'insigne honneur de recevoir aujourd'hui son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec moi pour vous interroger ce soir sur l'actualité sociopolitique de notre pays, Akassaï Lazare. Bonsoir Lazare. Bonsoir Pascal. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Monsieur le Président, depuis bientôt 3 mois, vous êtes le président démocratiquement élu de la Côte d'Ivoire. Vous êtes retranché ici, à l'hôtel du Golfe. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Je vous remercie, cher frère. C'est vrai, ça fait bientôt 3 mois que nos compatriotes m'ont porté à la tête de notre pays, avec plus de 54% de suffrages exprimés à l'occasion d'une élection dont le taux de participation a été exceptionnel, 81%. Et donc, de ce point de vue, je ressens une très grande fierté. Et en même temps, bien entendu, j'ai été élu pour me mettre au travail, pour mettre en œuvre mon programme. Et là, 3 mois de perdus, c'est des centaines de milliards qui sont perdus pour la Côte d'Ivoire. Donc, de ce point de vue, je suis un peu déçu, mais je ne cède pas au découragement. Je suis plein d'espoir, j'ai une grande détermination parce que je suis persuadé que nous arriverons au bout de cette situation très rapidement. La Côte d'Ivoire a besoin d'être remise au travail, c'est pour cela que j'ai été élu. Mes compatriotes, en votant aussi massivement au premier comme au deuxième tour, ont souhaité le changement et nous allons faire en sorte que le pays bouge et que les choses changent le plus rapidement possible. Et d'ici à l'hôtel du Golfe, comment vous arrivez à gérer les affaires de l'État? Parce que vous posez des actes. Oui, c'est vrai, il y a une certaine contrainte d'être à l'hôtel, mais vous savez, avec l'ère d'Internet et tout ce qui est possible au niveau des nouvelles technologies, on peut faire beaucoup de choses, même de son bureau. Mais j'aurais souhaité faire plus. C'est vrai que dans certains domaines tels que la diplomatie, nous avons essayé d'aller de l'avant en matière de communication. Je suis heureux que nos compatriotes puissent me voir, puisque sur notre Télé Côte d'Ivoire, c'est tout de même une grande réalisation. En moins de 3 mois, nous avons mis en place une radio, une télévision. Vous imaginez ce que nous pourrions faire pour le pays en 5 ans. Donc j'ai une grande ambition dans tous ces domaines. Bien entendu, nous aurons l'occasion de parler des questions économiques, des questions financières. Nous travaillons avec une équipe restreinte, 13 personnes, plus le Premier ministre et moi-même. Bien entendu, ce n'est pas assez. Nous aurions aimé avoir de meilleures conditions de travail, mais ceci est peut-être pas aussi important. Ce qui m'importe, c'est la souffrance des Ivoiriens. Le fait que tous les jours qui passent, on a des dizaines d'Ivoiriens qui sont assassinés. Nous en reparlerons tout à l'heure. C'est cela mon angoisse. Mais être à l'hôtel du Golfe n'est pas une panacée, c'est vrai, mais nous travaillerons, car nous avons été élus pour diriger la Côte d'Ivoire et nous allons le faire. Nous allons le faire. Dès les premiers instants de la proclamation des résultats, Monsieur le Président, vous avez bénéficié du soutien total de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne et de l'ONU. Comment interprétez-vous cette caution universelle? Oui, mais ces élections ont été transparentes, elles ont été démocratiques, elles ont été suivies par la CEDEAO avec la présence d'un représentant du facilitateur, par l'Union africaine qui a d'ailleurs donné un mandat blanc à M. Laurent Gbagbo. Ensuite, bien entendu, avec l'Organisation des Nations Unies qui a permis de suivre le processus de bout en bout avec son financement, avec son encadrement, avec le rôle de certification. Donc, toutes ces institutions ne pouvaient que se rallier à la décision du verdict des urnes, au verdict des urnes, à la décision des Ivoiriens. Les Ivoiriens m'ont élu à 54%. Nous tous qui sommes en Côte d'Ivoire, nous le savons. Certains ont tenté
d'envoyer des délégations pour dire autre chose. Mais nous savons que ces élections ont bien été transparentes, que ces élections ont porté à la tête de la Côte d'Ivoire Alassane Ouattara, et donc il n'y a pas de discussion. Alors si nous-mêmes, nous avons choisi de manière aussi claire et transparente, la communauté internationale, la communauté africaine ne pouvait qu'endosser ce choix. Dans le même ordre d'idée, Monsieur le Président, votre adversaire est de plus en plus isolé, notamment sur les plans économiques et diplomatiques. Oui. Sur celui de la diplomatie, tous les ambassadeurs que vous avez nommés ont été reconnus. Quel est le poids de cet atout dans votre stratégie de contrôle de pouvoir? Oui. Je vous remercie, Lazare. Vous savez, un État, dans notre monde moderne, vaut par, bien sûr, sa population, ses citoyens, sa souveraineté, mais également par la reconnaissance internationale. C'est pour cela que des ambassadeurs sont accrédités auprès d'autres nations. Et c'est pour cela que les Nations Unies existent. Prenez même des États qui ont eu beaucoup de difficultés à être acceptés sur la scène politique internationale. Le Zimbabwe, Mugabe a des ambassadeurs à l'ONU. Vous prenez la Corée du Nord, ils ont des ambassadeurs un peu partout. Donc le fait d'avoir un ambassadeur est la reconnaissance de la légitimité et de la souveraineté. Et c'est pour cela que j'ai donné une grande priorité à la nomination des ambassadeurs. Ça, c'est le principe général. En deuxième lieu, notre pays a été frappé par une mauvaise représentation à l'étranger, du fait que mon prédécesseur a désigné à ses fonctions des personnes qui n'étaient pas des diplomates de carrière. Sur les 46 ambassadeurs que nous avions en poste à fin novembre, 22 n'étaient pas des ambassadeurs de carrière. Alors donc ce n'est pas une chasse aux sorcières. Moi, je suis le président de tous les Ivoiriens. Donc mon objectif, c'est de rassembler. C'est de faire en sorte que chacun trouve une place dans notre société, dans l'administration, dans l'armée, dans la société. Alors, je me rends compte que certaines des nominations n'étaient pas conformes aux normes qui doivent nous guider. Et c'est pour cela que j'ai entrepris de faire un vaste mouvement au niveau des ambassadeurs. Et ceux que j'ai nommés, vous le savez, et qui ont déjà été accrédités, sont quasiment tous des ambassadeurs de carrière. Et je pense que ça va donner le moral aux diplomates. À chacun son métier. C'est aussi simple que cela. Alors, sur le plan économique, on sait que la BCEAO constitue un enjeu important. Vous avez obtenu la signature. Oui. Vous avez pris également des mesures, notamment la suspension des exportations de café et cacao, oui. Aussi la gratuité de la vignette. Oui. Est-ce que ces mesures-là, Monsieur le Président, sont véritablement appliquées sur le terrain? Oui, Pascal, ces mesures sont appliquées. Vous savez, quand on arrive dans une situation de crise, il faut faire le diagnostic et ensuite poser des actes. Nous nous sommes vus confrontés à une situation ubuesque, une situation inédite. Un président battu aux urnes décide de ne pas partir, avec un certain nombre d'éléments de l'armée qui le soutiennent. À partir de là, il fallait préserver l'essentiel. La Côte d'Ivoire a déjà souffert de 10 années de crise. Et souvenez-vous, pendant la campagne électorale, surtout le débat que nous avons eu avec vous d'ailleurs, un débat exceptionnel, apprécié de tous, nous avons mis l'accent sur les difficultés des Ivoiriens, sur les perspectives que nous avions pour sortir la Côte d'Ivoire de cette situation et faire en sorte qu'il y ait un peu de mieux-être pour nos concitoyens. Alors, en arrivant, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un groupe de personnes qui, pendant 10 ans, n'ont rien fait pour les Ivoiriens et qui, en même temps, commencent à piller les ressources de l'État. Et je vais vous dire quelque chose. Les premières investigations que nous avons découvert dans un pays que je ne citerai pas, que les 89 personnes sous sanction ont sur leur compte bancaire à l'étranger, dans un seul pays, plus de 150 milliards de francs CFA en 10 ans. Nous nous connaissons tous en Côte d'Ivoire. Arriver à accumuler une telle fortune en 10 ans dans un seul pays
sur des comptes bancaires, c'est inadmissible. Et ça